Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Univers musical. Collection créée par Anne-Marie Green et dirigée par Jérôme Martin et Amauroy. La collection Univers musical offre un regard panoramique sur toutes les musiques. Ouvrages biographiques, méthodes, analyses et commentaires sont ici les témoins d'une musique sans cesse renouvelée, qu'elle soit classique, contemporaine, blues, jazz, rock, de variété, électro ou underground. Ces textes ont tous pour volonté d'approcher au plus près le sens et les secrets d'un art résolument vivant. Dernière parution. Léo Sans-la-Ville, Le conte dans la musique en France de 1890 à 1939, 2021. Jean-Pierre Boistel, Electro, Techno, House. Le son et le rythme en question, 2021. Dominique Renier, Beethoven en 250 anecdotes, 2021. Jean Franchetot, Don Chéri. Le nomade multiculti, 2020. Jean-Tristan Richard, Les standards du jazz, 2020. Dominique Renier, Les fantômes de Beethoven. À partir du testament d'Heiligenstadt, 2020. Pauline Casanova, La place de la musique dans les arts à la cour du roi René, 2019. Dominique Salini, Webum, Fourier et Butor selon Rousser, Un voyage en utopie, 2019. Daniel Piston, Le Paris d'été. Musique et société à Trouville-sur-Mer de 1830 à 1914, 2019. Charlotte Saulneron, Les grands sujets d'actualité à l'opéra, 2019. Alain von Roden, Musique polyphonique, d'art contrapontique, années 1180-1530, Informations sur les compositeurs et leurs œuvres vocales et instrumentales, 2018. Alexandra Cherciu, La dramaturgie devant l'histoire, la figure de Jeanne d'Arc dans l'opéra et l'oratorio européen depuis 1938, 2018. Hélène Routier, Offenbach mise en scène par Laurent Pelly, Une esthétique métakitsch, 2018. Roland Guillon, Archie Shepp et Pharoah Sanders, Deux héritiers de John Coltrane, 2018. Jean Franchetot, John Coltrane. La décennie fabuleuse, 2018. Dédicace. En hommage posthume à Michel Chapuis et Henri Delorme, avec l'expression de toute ma reconnaissance pour ce qu'ils m'ont transmis. Remerciements. Ce livre n'aurait jamais été entrepris sans ma rencontre imprévue et inespérée, il y a plus de 30 ans, avec l'orgue historique construit en 1783 par François-Henri Clicquot à Souvigny, Allier, l'un des rares survivants authentiques de l'art de ce grand facteur d'orgue. J'en fis d'abord la découverte au travers des enregistrements discographiques de Michel Chapuis, que j'eus ensuite la chance et l'honneur de rencontrer. Je garde un souvenir ému de son immense talent et de son impressionnante érudition, associée à une simplicité, une gentillesse, une disponibilité et un humour qui faisaient des moments passés en sa compagnie une réelle source de bonheur. Mon ami le regretté Henri Delorme eut la gentillesse de m'ouvrir les portes de la tribune de Souvigny, de me révéler la beauté de l'orgue et de m'en faire comprendre la spécificité esthétique. Grâce à ses conseils avisés et sa vaste culture, je pus pénétrer dans l'univers fascinant de la musique française pour orgue de l'Ancien Régime, et je lui garde une profonde reconnaissance pour la confiance qu'il mit en moi en m'invitant à devenir son suppléant, nommé titulaire après son décès, à la tribune de ce chef-d'œuvre de Clicquot. Au cours de la rédaction de ce travail, j'ai bénéficié des conseils et des encouragements de divers collègues, amis, musiciens et musicologues qui ont bien voulu m'éclairer sur certains aspects de la facture instrumentale ou diverses questions historiographiques, échanger certaines informations avec moi ou simplement manifester de Intérêt pour mon projet, Jean-Patrice Brosse, Christopher Clark, Michael Cole, Pierre Degotte, Pierre Dumoulin, Florence Gétraud, Nicole Gros, Pierre-Marie Guéritet, Frédéric Haas, John Coster, Marcia Hadjimarcos, Xavier Lebrun, Laurence Libin, Jean-Paul Montagnier, Frédéric Munoz, Michel Noiret, Sylvain Pluyot, David Ponsford, Laurent Prade. Qu'ils en soient tous sincèrement et chaleureusement remerciés. J'exprime aussi toute ma gratitude à mon fidèle ami Alain Le Corolleur, qui a eu la gentillesse de relire mon manuscrit et de m'aider à en corriger les erreurs. Je porte seul cependant la responsabilité des maladresses et des incorrections qui auraient échappé à ma vigilance. J'adresse aussi tous mes remerciements aux Archives nationales de France, à la Bibliothèque municipale de Versailles,
à la Bibliothèque nationale de France, à la Bibliothèque de l'Opéra de Paris et à la Bibliothèque de Notre-Dame de Paris qui ont aimablement autorisé la reproduction de documents de leur collection. Que Claudia Bassonne, enfin, qui tolère mes discours enthousiastes sur les orgues de François-Henri Clicquot et sur Claude Balbastre dont elle m'a entendu jouer la musique plus que de raison, reçoive l'expression de ma gratitude pour sa patience, ses encouragements et sa complicité. Avertissement. Le présent ouvrage porte sur la vie et l'œuvre d'un musicien célèbre au XVIIIe siècle, Claude Balbastre, dont la personnalité, le parcours et l'immense succès de son vivant ont depuis longtemps suscité la curiosité de l'auteur. Ce n'est toutefois pas un travail de musicologie. Le musicien expérimenté et le musicologue averti déploreront sans doute que les compositions de Balbastre ne soient pas disséquées en profondeur, et se gausseront peut-être de l'attention portée par un mélomane et musicien amateur, dans tous les sens du mot, à un compositeur parfois maladroit dont le catalogue est peu fourni et qui devait sa notoriété essentiellement à son talent d'interprète et d'improvisateur. Si ces œuvres écrites sont évoquées et présentées sommairement dans ce travail, elles n'y sont pas analysées en détail en termes de grammaire musicale, car ce n'est ni du domaine de compétence de l'auteur, qui n'est pas musicologue de formation mais angliciste, ni le but qu'il s'est fixé en abordant cette étude. L'objectif est de regrouper en un tout que l'on espère cohérent, l'essentiel de l'information dont on dispose à ce jour sur Balbastre et de situer sa contribution dans le contexte historique et culturel de son temps. C'est une entreprise biographique et d'histoire culturelle, qui prête une attention particulière aux instruments à clavier dont jouait le compositeur et à l'imaginaire organologique de son époque. Nous laissons aux spécialistes le soin d'analyser l'œuvre d'un point de vue purement technique. Cette modeste étude, qui n'a pas la prétention d'apporter des révélations bouleversantes sur Claude Balbastre mais simplement de contribuer à sa redécouverte, inscrit par ailleurs dans le prolongement de nos travaux antérieurs sur Charles Avison, 1709 à 1770, et Charles Burnet, 1726 à 1814, eux aussi claveciniste, organiste et compositeur mineur du XVIIIe siècle, travaux qui exposent également les liens entre musique et sociabilité à l'époque des Lumières. Préambule. La littérature consacrée aux grands compositeurs, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Richard Wagner, Claude Debussy, pour n'en nommer que quelques-uns, est considérable et l'on se perd aisément dans le labyrinthe des biographies et analyses critiques. D'autres compositeurs, non moins importants à nos yeux aujourd'hui mais longtemps négligés, ont dû attendre une époque récente pour recevoir l'attention qu'ils méritent. Pour se limiter au domaine de la musique française de l'Ancien Régime, on a salué avec bonheur naguère les études de Philippe Baussan sur François Couperin et Jean-Baptiste Lully ou plus récemment, la somme de Sylvie Buissou sur Jean-Philippe Rameau, qui ont comblé des lacunes regrettables et ont pu susciter à leur tour d'autres travaux. Mais il est une autre espèce de musicien qui reste à l'écart des chemins communément empruntés par biographes et musicologues, parce qu'ils sont considérés comme de petits maîtres. Ils n'ont pas écrit beaucoup, ou seulement dans quelques genres ou pour un seul instrument, ou bien encore leur contribution musicale n'est pas considérée novatrice parce qu'ils se sont simplement inscrits, en leur temps, dans les canons stylistiques en vigueur sans renouveler le langage musical de façon influente. Ils reçoivent bien sûr l'attention de quelques auteurs au gré d'articles ou au sein d'études plus générales, mais on ne leur consacre généralement pas de biographie détaillée parce qu'ils sont marginaux et peu connus du grand public. Il y a quelques exceptions par bonheur, telle la belle étude consacrée par Brigitte François Sapet à Alexandre Pierre-François Boëly, compositeur élégant mais un peu en marge de son temps et trop discret pour avoir pu accéder au panthéon des grands compositeurs, les travaux récents de Alain Guédé et Claude Ribes sur le Chevalier de Saint-Georges, ou ceux de Benoît Dratwicki sur Antoine d'Auvergne. Le paradoxe est toutefois que certains de ces compositeurs jugés secondaires de nos jours, à l'aune de notre connaissance de l'œuvre des grands génies de la musique occidentale, jouissaient d'une réputation considérable de leur vivant et étaient parfois considérés comme plus importants que tels de leurs contemporains que l'histoire de la musique a finalement consacrés. Réciproquement, certains compositeurs jugés aujourd'hui d'une importance cruciale dans l'histoire de la musique étaient parfois négligés ou ignorés. À titre d'illustration de ce phénomène, on peut mentionner les propos tenus par le docteur Charles Burnet à propos de J.S.
Bach dans son histoire de la musique. Pour Burnet, Bach est un compositeur démodé et laborieux, certes très savant mais manquant de naturel et dont la musique n'est pas assez chantante. Au Cantor de Leipzig, Burnet préfère sans conteste ses fils Carl Philipp Emmanuel et Johann Christian dont l'art correspond davantage au canon stylistique d'alors. Il trouve moins de génie dans la musique de leur père qui n'a, explique-t-il, jamais composé une seule fugue dont le motif fût naturel et chantant, et auquel il reproche une écriture difficile, sans passage simple et aux accompagnements trop compliqués. Les termes mêmes de canon et de fugue évoquent pour le musicographe anglais l'idée de contrainte et de labeur et non une forme supérieure du fait de sa rigueur, sa science ou sa complexité. Il ne reconnaît qu'à Handel d'avoir su écrire des fugues exemptes de pédantisme, parce que ces sujets n'étaient jamais secs mais naturels et plaisants. Là où nos critiques d'aujourd'hui voient de l'indigence dans l'écriture dépouillée de certains compositeurs galants de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et du génie dans le contrepoint de J.S. Bach, Burnet, en adoptant des critères de jugement radicalement différents, renverse la hiérarchie. La manière de J.S. Bach lui apparaît démodée et inutilement complexe et chargée, et il penche spontanément en faveur de ce qui est pour lui le style moderne. Il va de soi qu'il n'est nullement plus objectif que nos critiques contemporains, mais son jugement nous invite à saisir l'importance de relativiser toute approche critique. On pourrait multiplier les exemples de jugements contemporains de musiciens aujourd'hui célèbres, qui ne retiennent pas l'attention des critiques de leur temps. La question posée par ce constat ne doit assurément pas conduire à trancher en faveur d'une lecture ou de l'autre, ni à valider ou invalider la hiérarchie entre les musiciens que l'évolution des critères de goût et de jugement a instaurée. Ce n'est pas le rôle de l'historien de la culture de décréter si J.S. Bach est un meilleur compositeur que tel de ses contemporains, et l'histoire de la musique n'a pas pour but premier d'établir un classement ni de décerner des récompenses posthumes. En revanche, on peut à la fois chercher à comprendre ce qui suscitait l'admiration des contemporains d'un musicien aujourd'hui passablement oublié ou dénigré, et apprendre à se garder de jugements à l'emporte-pièce et autres condamnations catégoriques. Ce n'est pas une nouveauté, les critères de goût ne sont ni permanents ni universels. Se pencher sur un musicien secondaire, comme nous projetons de le faire ici en essayant de cerner le compositeur, organiste, claveciniste et fortepianiste Claude Balbastre, 1724 à 1799, est donc essentiellement un exercice de mise en perspective historique. Il ne s'agit pas, disons-le d'emblée avec force, de renverser la table et de prétendre que cet artiste était plus exceptionnel, ou d'une importance plus considérable dans l'évolution de la musique que ce que l'on a affirmé jusqu'ici. La nature même de sa contribution, limitée pour l'essentiel à des œuvres pour clavier, le range d'emblée parmi les artistes mineurs si on la compare à celle de compositeurs 1000 fois plus prolifiques et qui ont touché à tous les genres. En revanche, une réévaluation de sa musique et une juste prise en compte de l'impact de son activité musicale sur le public de son temps peut ouvrir une fenêtre sur une meilleure compréhension du goût et de la sensibilité d'alors. S'il n'est pas question de faire de Balbastre un génie oublié, il convient néanmoins de dénoncer le rejet hâtif dont il est parfois trop souvent l'objet au nom d'un a priori esthétique aux forts relents idéologiques. L'histoire de la musique est en effet jalonnée d'appréciations sur les qualités supposées des musiciens, commentaires généralement énoncés avec aplomb et certitude, comme si des critères objectifs et permanents dictaient ce qui est recevable et bon, et autorisaient le critique à rejeter dans les oubliettes de l'histoire les artistes qui ne conforment pas à ses propres critères de goût. Or le jugement porté sur l'art est éminemment fluctuant, et il dépend souvent moins des qualités intrinsèques de l'œuvre que des conceptions esthétiques, idéologiques et philosophiques en vigueur au moment où le critique s'empare d'elle. Les remarques positives de Charles Burnet à l'égard de Balbastre après leur rencontre à Paris en 1770 ont le mérite de replacer l'organiste français dans le goût de son époque, et nous permettent de prendre quelques distances vis-à-vis de jugements caricaturaux qui avaient encore cours naguère. Une réelle difficulté pour parvenir à une juste appréciation de la place de Balbastre en son temps a trait à l'évolution du style et de la place de son instrument de prédilection, l'orgue, en France au XVIIIe siècle. Il est étonnant de constater les effets pervers de ce qu'on pourrait appeler avec Jacques Viret le bachocentrisme, qui consiste à ériger J.S.
Bach en modèle prescriptif à l'aune duquel toute autre création destinée au même instrument devrait être évaluée. En France, les écrits du musicologue Norbert Dufourcq, dont on ne peut au demeurant que saluer l'immense travail de collecte de sources sur l'orgue français de l'Ancien Régime, ont lourdement contribué jadis à l'établissement de cette façon d'aborder le répertoire pour orgue. De façon symptomatique, il n'hésitait pas à user d'un champ lexical clairement inspiré du domaine religieux en assimilant J.S. Bach à Dieu le Père, le Maître, les compositeurs le précédant se voyant réduits au rôle subalterne de prophète et ceux lui succédant à celui de disciple. Au-delà de ce qu'elle peut avoir de schématique, une telle approche conduit à négliger, à mal apprécier, voire à rejeter, des pans entiers de la création musicale par faute de les avoir considérés par rapport à leur contexte et en fonction des visées qui avaient présidé à leur élaboration. Elle peut aboutir aussi à prôner les transformations mutilantes d'instruments historiques, afin de les rendre conformes aux exigences d'un répertoire donné, arbitrairement considéré comme plus important que d'autres. L'histoire a montré la vanité de l'idée d'une supposée perfection en art. Un exemple caractéristique de l'attitude que nous dénonçons se trouve à l'égard de Balbastre, sous la plume de Harry Albrecht dans le commentaire suivant rédigé dans les années 1970. Sa grande admiration pour son compatriote Rameau, dont il transcrivit plusieurs ouvertures pour l'orgue, ne transparaît guère dans sa manière facile, sans grande personnalité, et dont l'éclat un peu factice tend l'enjolivement superflu telle qu'elle se manifeste dans ses nombreux ouvrages. Nous avons choisi de Balbastre une petite fugue en ré mineur, qui marque bien ses limites. Si le tout début peut encore faire illusion, on attend vainement l'entrée d'une troisième voix. Le petit sujet étriqué de 2 mesures et demie de souffle, et l'auteur s'en tient à une gracile écriture en duo, les divertissements modulants et syncopés s'écartant tout à fait du style fugué. Le souvenir dégénéré de Grigny s'affirme surtout dans la grande pédale de dominante, qui essaie d'imiter le point d'orgue final du maître rémois. Son enchaînement avec 10 mesures de codetta, sans lien avec ce qui précède, est d'une gaucherie inénarrable. L'auteur n'y va pas par 4 chemins. Le choix des qualificatifs et jugements utilisés, facile, sans grande personnalité, factice superflu, petite, étriquée, manque de souffle, gracile, gaucherie inénarrable, traduit un mépris hautain fondé sur un profond rejet de toute une école stylistique. On voit combien ce propos est entaché d'un a priori esthético-idéologique. Pour l'auteur, il y aurait un seul style fugué, digne de ce nom, au lieu de s'interroger sur l'acception donnée au terme de fugue en France à l'époque de Balbastre. L'auteur postule que c'est à l'aune du seul modèle de ce genre qu'il connaisse, vraisemblablement celui hérité de J.S. Bach, que doit être évaluée toute autre composition du même nom. C'est au nombre de voix ou de parties, et à la science de leur agencement que l'on jugera de l'excellence de la composition. Puisqu'on ne trouve pas dans l'œuvre de Balbastre de fugue à 4 ou 5 voix, comme les célèbres et admirables fugues à 5 de Nicolas de Grigny ou les grandes constructions contrapontiques de Bach, alors son œuvre est nécessairement inférieure à celle de ses compositeurs. Le seul critère de jugement retenu est celui de l'aptitude à écrire une riche polyphonie comme à la Renaissance, au XVIIe siècle ou au début du XVIIIe. De même, H. Albrecht affirme sans aucune preuve que ce serait en référence à ce même Nicolas de Grigny que Balbastre aurait écrit cette longue pédale de dominante qui clôt la fugue évoquée. Rien n'est moins certain et il est plutôt vraisemblable que la musique de Grigny était, sinon tout à fait ignorée, du moins de peu d'intérêt pour la génération des organistes français en activité vers 1750. D'un revers de plume, le critique condamne ainsi irrémédiablement l'œuvre de Balbastre comme n'étant qu'une sorte de sous-musique indigne du moindre intérêt. Or, lorsqu'il rencontre Balbastre en 1770, Burnet admire précisément sa science et la variété de ses interventions au sein de l'office et suggère qu'il ne manquait pas de technique, notamment dans l'usage de la pédale qu'il utilisait systématiquement alors qu'en France la notation de parties lui étant destinée était souvent absente des partitions de l'époque. De même, lorsque Burnet a l'occasion le lendemain de sa rencontre avec Balbastre d'écouter Armand-Louis Couperin à Saint-Gervais, où il rencontre à nouveau Balbastre et sa famille, il souligne que les interludes exécutés par l'organiste entre les versets du Te Deum sont admirables, qu'il a recours à une grande variété de jeux et de styles, témoignant de beaucoup de science et d'une grande connaissance de l'instrument, avec des doigts à la hauteur, aussi bien en force qu'en vélocité, de toutes les difficultés.
De nombreux effets étaient produits par les deux mains dans le dessus, tandis que la basse était jouée sur les pédales. Contrairement à une perception moderne de ces grands organistes français de la seconde moitié du XVIIIe siècle, fondée sur la seule lecture des quelques partitions qu'ils ont laissées, lecture souvent détachée de la réalisation sonore de ces pièces sur les instruments auxquels elles étaient destinées et qui en révèlent tout l'effet et toute la puissance expressive, il apparaît donc que ceux-ci étaient de véritables virtuoses possédant une grande connaissance technique et doués d'une grande inventivité. Le jugement de Hachalbreich se réduit donc à une condamnation de Balbastre au nom d'un autre style et de ses propres critères de goût, et dans une perspective bachocentriste, qui ne rend pas compte de ce qui caractérise la place de ce musicien dans son temps. C'est donc en grande partie parce que l'écriture de Balbastre est aux antipodes de celle d'un J.S. Bach, érigé à notre époque en modèle incontestable d'excellence, que l'œuvre du compositeur français est l'objet d'une piètre estime. Comme l'a souligné Vincent Jeanvrin, seuls deux justes parmi tous les compositeurs de musique d'orgue de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, Alexandre Boëly et César Franck, sont épargnés par l'école néoclassique, l'un parce qu'il s'inspirait de Bach, l'autre en raison de son mysticisme. Ce qu'on reproche à Balbastre est moins la nature de son écriture en elle-même, que ce que l'on estime être l'inadéquation d'un certain style à la destination fonctionnelle de la musique. Balbastre emprunte nombre de ses formules à son compatriote Jean-Philippe Rameau, mais tandis qu'on les accepte dans la musique de scène de ce dernier, on reproche à Balbastre de les appliquer à la musique d'orgue. Comme le note Jean-Claude Lalanne dans un propos que l'on peut par ailleurs estimer excessivement partisan, le reproche que l'on fait à Balbastre est d'être un compositeur sans profondeur, au style frivole, mondain, léger, brillant sans consistance. Mais demande-t-il avec pertinence, en quoi J.S. Bach peut-il prétendre, à l'inverse des grands maîtres de l'orgue baroque français par exemple, à la qualité unique de musique profonde et spirituelle? Quels sont les paramètres, les composantes d'une musique religieuse? Ainsi, il n'est pas difficile de lire en filigrane dans les commentaires des thuriféraires du néoclassicisme et des pourfendeurs de la musique d'orgue française de la deuxième moitié du XVIIIe siècle une posture idéologique. C'est au nom d'une certaine idée de ce que devrait être la musique d'église que tout ce qui ne correspond pas à cet idéal, défini arbitrairement et subjectivement, est rejeté sans appel. Les questions de moralité et de religion interfèrent avec des questions de style musical. On en trouve un autre exemple sous la plume, élégante, de Pierre Louvet et Jean Mourat dans un ouvrage sur Notre-Dame de Paris daté de 1932. Le vieux sanctuaire allait bientôt n'être plus que pompons, rubans, perles et ovules. Un curieux mélange y régnait déjà. La cathédrale gothique tenait du temple militaire, du boudoir et de la bergerie, le tout relevé d'antiquité, au milieu des gros piliers massifs du Moyen-Âge. Séjean, Couperin, Beauvarlais-Charpentier, Balbastre égrenaient dans ce décor cérémonieux et puéril, la petite pluie des notes fines de l'orgue. La musique était devenue comme les fidèles. Elle n'avait plus beaucoup de religion. Elle semblait mieux faite pour tenir des discours mondains que portés à la prière. Et les Parisiens qui l'entendaient avaient eux-mêmes l'esprit trop encombré de spéculations philosophiques pour se livrer à de grandes dévotions. Dieu n'était plus pour eux que monsieur de lettres, une abstraction sur laquelle on pouvait discuter sans fin dans les compagnies, mais qu'il n'était point aisé d'attendrir et d'intéresser aux souffrances humaines. Si l'on se tourne maintenant vers ce qu'écrit la musicologue Brigitte François Sapet quelques 15 années après Harry Albreich, on trouve sous sa plume une évaluation plus nuancée et davantage contextualisée. Les historiens de la musique d'orgue n'ont cessé de déplorer l'absence d'un Grigny ou d'un Couperin à la fin du XVIIIe siècle, sans se douter que les Français n'en auraient pas voulu. Les amateurs du temps de Louis XVI idolâtraient leur Armand Louis Couperin et eussent été fort maris qu'on le leur changeât contre François ou Louis, ses lointains ancêtres. Cependant, il est indéniable que la musique d'orgue souffre de l'inadéquation flagrante entre sa vocation liturgique et les ambitions du style classique. Conscient du déphasage esthétique, Balbastre, à la suite de Rameau, renonce donc à publier la moindre page pour l'instrument qu'il sert avec tant de panache. Certes, la notion de vocation liturgique de l'orgue peut être mise en question et rien n'atteste que la raison pour laquelle Balbastre n'a pas publié sa musique d'orgue soit celle invoquée par Brigitte François Sapet. On imagine mal un compositeur écrivant des pièces à contre-cœur sans suivre l'inclination de son propre goût et décidant de ne pas les publier parce qu'il aurait conscience d'un déphasage esthétique.
Dirait-on la même chose à propos de François Couperin, qui n'a pas publié lui non plus ces 2 messes d'orgue composées dans sa jeunesse? Aurait-il été conscient comme Balbastre d'un déphasage esthétique, et écrit pour l'orgue dans un style que lui-même réprouvait? C'est peu probable. La raison la plus vraisemblable pour laquelle Balbastre ne publie pas ses pièces est le coût élevé de la gravure, et le risque de ne pas rentrer dans ses frais. En effet, au moment où il écrit ses premières pièces, il n'est encore qu'un jeune organiste de province, pas encore connu en dehors de sa ville natale. La diffusion d'un livre gravé aurait donc probablement été difficile. Comme nous le verrons, les quelques publications pour le clavecin ou le pianoforte qu'il se résout à faire imprimer lorsqu'il est à Paris visent le public de ses élèves et des amateurs éclairés, plus vaste que celui des seuls organistes, et il ne le fait qu'une fois sa réputation établie dans la capitale. On peut en outre suggérer que les organistes, détenteurs d'une science difficile à acquérir, préféraient garder jalousement leurs compositions et leurs recettes, afin de préserver le privilège ou l'avantage de leur savoir-faire, dont la transmission s'effectuait principalement dans un cadre familial. Le ton de Brigitte François Sapet est cependant bien différent de celui utilisé par Harry Albrecht. Il s'agit moins de juger sévèrement que de constater l'évolution des attentes du public et du style d'écriture pour l'orgue. L'histoire culturelle, en d'autres termes, doit selon nous chercher à observer des phénomènes plutôt qu'à hiérarchiser entre elles des productions artistiques nées de circonstances, et dans des contextes sociologiques et historiques différents et avec des intentions radicalement divergentes. Toute évaluation d'une œuvre devrait se faire en prenant en compte les buts que l'artiste s'assigne dans le cadre culturel de production de celle-ci, faute de quoi l'on risque de passer à côté de ce qui constitue la pertinence critique du style adopté. Certes, il reste loisible à chacun d'avoir des préférences et d'estimer tel style ou telle manière préférable à d'autres, mais le mépris à l'égard de ce que l'on n'aime pas ne saurait constituer une preuve objective de la supériorité de ses propres critères de jugement. Plus récemment, les travaux de Éric Cossévar, à qui l'on doit une recherche documentaire précieuse sur Balbastre, permettent de rendre enfin au compositeur une place plus juste dans l'histoire de la musique française du XVIIIe siècle. Si Cossévar concède volontiers que Balbastre n'a pas révolutionné l'orgue, comme avaient pu le faire quelques rares compositeurs tels que Sweelinck, J.S. Bach, ou encore Titelouze et Lebègue pour la France, il juge néanmoins qu'il mérite beaucoup mieux que la place que lui ont attribuée il y a une 50aine d'années, quelques historiens de la musique qui le traitaient volontiers de petit maître ou de maître décadent par opposition au maître du grand siècle. En effet, comme le souligne également Jean-Patrice Brosse, dans le monde musical parisien du XVIIIe siècle, Claude Balbastre, aujourd'hui bien délaissé, fut certainement le plus célèbre, le plus talentueux et le plus répandu parmi les organistes clavecinistes. Comme son aîné Michel Corrette, il traversa les époques de Louis XV, de Louis XVI, de la Révolution et du Directoire avec une remarquable facilité d'adaptation aux circonstances culturelles et sociales, et sa carrière déroule une harmonieuse aisance qui se reflète dans toute sa musique. Il est, avec Armand-Louis Couperin, Jacques Dufly, Nicolas Pancrace-Royer, Michel Corrette et Simon Simon, l'un des plus remarquables compositeurs de la seconde école de clavecin français 1730 à 1770, qui succède à celle 1660 à 1730, des Chambonnières, Louis Couperin, Louis Marchand, Louis-Nicolas Clérambault, mais surtout François Couperin et Jean-Philippe Rameau. L'heure a donc vraisemblablement sonné, sinon de faire de Claude Balbastre un compositeur d'exception, du moins de réhabiliter son œuvre en la mettant dans une juste perspective et de chercher à cerner aussi bien sa personnalité que sa place spécifique dans le paysage musical français de son temps. Il ne s'agit ni de dénigrer les grands compositeurs, ni d'encenser aveuglément Balbastre, mais simplement d'essayer d'aborder son œuvre sans a priori idéologique ou esthétique et en la contextualisant. Il serait temps aussi que l'on puisse commencer à parler de ce virtuose adulé en son temps sans ressentir le besoin d'avoir à se justifier, sinon à s'excuser, de consacrer du temps et des efforts à un musicien aussi mineur. Puisse ce travail, qui s'ouvre sur une telle justification, y contribuer. Claude Noisette de Crezat invitait à un jugement mesuré et circonstancié sur Balbastre, en soulignant son raffinement et sa pleine adhésion à l'esprit de son temps. Chez lui, homme raffiné de la fin du XVIIIe siècle, apparaît une éblouissante recherche du personnage en représentation,
et tant pis s'il n'est pas très profond et si sa spiritualité se mesure davantage à l'éclat de son talent qu'à la profondeur de sa foi. Que l'on songe au portrait de Fragonard, rageusement brossé en quelques instants, furieusement coloré, que l'on transpose la démarche du peintre à l'art des sons et l'on trouvera la place exacte où situer ce musicien si marqué par son époque. À lire ces partitions avec leur apparente simplicité de moyens, il faut bien prendre garde de ne pas commettre d'injustice. L'homme est beaucoup plus raffiné qu'on ne peut l'imaginer à première vue, pour qui tout est recherche de doigts, motif à variation, à improvisation au clavier. Et de même Alan Curtis écrit. Aux amateurs de Wagner et de Schenker, la musique de Balbastre semblera d'une frivolité intolérable, mais ceux pour qui la publication des pièces de clavecin de Dufly fut une révélation trouveront dans sa musique de clavecin de quoi leur plaire. Comme Dufly, Balbastre excelle quand son style est purement français et traditionnel. Certes, la Forqueray de Dufly et la Déricourt de Balbastre doivent être classées parmi les meilleures œuvres pour clavier du milieu du XVIIIe siècle. Pourtant, quelques-unes des pièces plus légères, plus modernes sont d'une qualité égale, vraiment peu de gigales italiennes, y compris celles de Scarlatti, peuvent être comparées avec l'éclatante et séduisante pièce intitulée La Lujac. Ce qui incite à un effort de compréhension de l'art de Balbastre repose entre autres choses dans un prétendu paradoxe, maintes fois souligné. Les orgues français de deuxième moitié du XVIIIe siècle, ceux de Isnard, Lépine, Dombeddo, Riep ou F.H. Clicquot, etc. sont, répète-t-on à l'envi, absolument somptueux alors que la musique que l'on jouait sur eux n'était que d'un intérêt fort médiocre. Et de décréter que pour révéler la beauté de ces chefs-d'œuvre de la facture instrumentale, il faut jouer la musique qui ne leur était pas destinée. Certes, même s'il n'entend pas inciter les organistes à choisir l'orgue de Souvigny pour y enregistrer Titelouze ou Grigny puisque le milieu du XVIIIe a connu un changement dans la manière d'harmoniser les jeux, et s'il concède que l'orgue de Clicquot est avant tout conçu pour la musique des Lasseux ou Beauvarlais-Charpentier, Henri Delorme remarque que l'orgue de Clicquot traduit avec une somptuosité inouïe les œuvres du XVIIe. Mais n'est-ce pas le privilège des beaux instruments que de magnifier la musique qu'on interprète sur eux ? On va donc jouer et enregistrer sur les orgues historiques de Saint-Maximin, Poitiers ou Souvigny la musique composée par les Nivert, Lebègue, Raison, de Grigny, Couperin, Marchand, à la rigueur Clérambault ou Gilles d'Andrieux, plus d'un demi-siècle avant leur construction, à l'exclusion de celle pour laquelle ces grands facteurs d'orgue avaient conçu leur chef-d'œuvre. Parce que Michel Corrette, Louis-Claude Daquin, Claude Balbastre, Jean-Jacques Beauvarlais-Charpentier ou Guillaume Lasseux ont emprunté en leur temps une autre voie que celle de leurs illustres prédécesseurs, on dénigre ou ignore leur musique et on estime qu'ils ont fait fausse route. Or ayant eu la chance et le privilège de fréquenter assidûment pendant plus de 30 ans l'orgue construit à Souvigny par François-Henri Clicquot en 1783, j'ai pu apprécier au fil des années à quel point le répertoire de l'époque de sa construction fait sens quand on l'interprète sur cet instrument exceptionnel. L'une des leçons les plus remarquables enseignées par la confrontation entre le répertoire et l'instrument est que telle musique qui peut sembler pauvre ou vide, sur la partition prend une dimension insoupçonnée lorsqu'elle est traduite par les sonorités puissantes et envoûtantes d'un bel orgue historique contemporain du répertoire abordé. Les textures épurées ou maigres de certaines pièces, les fugues notamment de Balbastre sont pour ainsi dire transcendées par les timbres de l'orgue et l'on ne manque de rien. Pour le dire simplement. Il est du reste probable que la musique écrite constituait un canevas, susceptible d'être étoffé par l'interprète au moment de l'exécution. Balbastre n'est manifestement pas un musicien théoricien, assis à sa table de travail à la recherche de constructions formellement et intellectuellement parfaites. Avant tout interprète et improvisateur, il part de l'expérience sensible et de son rapport avec l'instrument. Sa musique d'orgue, qu'il n'a pas publiée de son vivant et qui ne nous est parvenue que sous forme manuscrite, est vraisemblablement la transcription d'improvisation ou de moments d'inspiration à visée pragmatique. Si elle apparaît donc elliptique ou, aurait pu dire un Achalbreich, superficielle, elle correspond à un idéal sonore incarné dans les instruments français de l'époque. Olivier Beaumont écrit avec justesse. Que ne dit-on aujourd'hui sur la musique d'orgue française de la fin de l'Ancien Régime ? Notre époque moderne n'est-elle pas un peu trop confiante dans la véracité de ses jugements musicaux ? Il n'est pas d'auteur dans les dictionnaires musicaux qui ne déplore l'appauvrissement, voire la décadence, d'un répertoire pourtant pas suffisamment étudié.
Les mêmes soulignent dans le même temps le dynamisme et la haute qualité de la facture instrumentale qui lui est contemporaine, sans s'interroger plus avant sur cette complicité si concomitante, si simultanée, des facteurs et des compositeurs. Sans conteste, la musique d'orgue de la seconde moitié du XVIIIe siècle s'anoblit, s'embellit, s'enrichit, se magnifie comme par magie sur un orgue de la même période, riche de couleurs sonores multiples. Lorsqu'il jette sur le papier ses premières pièces d'orgue, Balbastre est organiste de la cathédrale de Dijon. Une fois installé à Paris, Balbastre connaît bien F.H. Clicquot, et c'est avec lui qu'il conçoit le projet de construire des pianos-fortes organisés comme nous le verrons. Balbastre participe fréquemment en tant qu'expert à la réception ou l'inauguration des instruments construits ou restaurés par Clicquot. Le premier instrument dont il devient titulaire à Paris, celui de l'église Saint-Roch, est dû à Clicquot et le second, celui de Notre-Dame, est entretenu puis sera modifié par ce même Clicquot en 1788. La facture de cette époque, et celle de Clicquot en particulier, est donc très exactement celle dont Balbastre a connaissance et qu'il fréquente régulièrement. Elle exprime son idéal sonore. Il n'est donc pas étonnant que sa musique y sonne merveilleusement bien, comme celle d'ailleurs de Jean-Jacques Beauvarlais-Charpentier, co-titulaire avec Balbastre de l'orgue de Notre-Dame reconstruit par Clicquot. L'expérience sensible d'un orgue tel que le Clicquot de Souvigny ou celui de Poitiers conduit donc le musicien attentif à une nécessaire réévaluation du répertoire datant de l'époque de sa construction. Les sonorités, le toucher, la réaction des tuyaux, l'ampleur sonore, les contrastes dynamiques, l'harmonisation, la couleur constituent autant d'arguments ou d'explications permettant de comprendre le pourquoi d'une écriture. Balbastre n'écrivait pas de contrepoint savant ? Assurément, d'une part parce que l'heure n'était plus à ce type d'écriture et qu'il était déjà tourné vers le style galant, annonciateur du classicisme, Balbastre devait être successivement le contemporain de J.S. Bach, Handel, Rameau, Haydn et Mozart. D'autre part parce que deux ou trois voix jouées sur les jeux d'ancheron et puissants d'un orgue français de la deuxième moitié du XVIIIe siècle remplissent totalement le spectre sonore et donnent un sentiment de plénitude que leur transcription sur la partition ne permet pas d'imaginer. Balbastre n'écrit pas pour être lu, mais pour être entendu. La musique passe pour lui par sa réalisation sonore, et c'est peut-être là qu'on peut trouver une raison supplémentaire de son peu d'intérêt pour la publication de ses compositions. Il publie peu en effet. Un premier livre de clavecin à Paris en 1759, un recueil de Noël formant 4 suites avec des variations destinées au clavecin ou au piano-forte et dédié à la duchesse de Choiseul en 1770, la romance publiée dans l'art du facteur des apostrophes. Orgue de Dom Bedos, 1766 à 78, 4 sonates en quatuor pour le clavecin ou le fortepiano avec accompagnement de 2 violons, une basse et 2 corps ad libitum en 1779 et enfin la fameuse marche des Marseillais et l'air Ça ira, pour le piano-forte en 1793. Le reste de son œuvre n'existe que sous forme manuscrite. Dans son essai sur la musique ancienne et moderne de 1780, Jean-Benjamin Delaborde écrit « Nous avons de M. Balbastre plusieurs concertos sic d'orgue, non gravés, un livre sic de Piscis de clavecin, gravé, un livre contenant 4 suites de Noël avec des variations, gravées, un livre de quatuor pour le clavecin, avec accompagnement de 2 violons, une basse et 2 corps ad libitum gravés. Il est maintenant occupé à finir une œuvre considérable qu'il compte donner bientôt au public, Esperluette qui probablement lui plaira autant que ses premiers. Les talents de M. Balbastre sont trop connus pour que nous entreprenions de les louer. Les défenses qui lui ont été faites prouvent quelle était la foule de ses auditeurs, Esperluette le plaisir que l'on prenait à l'entendre. Il faut exceller dans tant de parties pour être excellent organiste, que ceux de cette classe sont au-dessus des éloges. Hélas, l'œuvre considérable annoncée par Delaborde ne semble pas avoir été achevée ou ne nous est pas parvenue. Balbastre ne semble pas s'être essayé à la musique lyrique ni à la musique d'orchestre, et il compose donc presque exclusivement pour les instruments à clavier dont il a une parfaite maîtrise. À l'instar de François Couperin et de Frédéric Chopin, il confie au seul clavier la mission de traduire son inspiration créatrice. Chez lui, ce clavier est aussi bien celui du clavecin que ceux de l'orgue et du piano-forte, et du piano-forte organisé comme nous le verrons. La musique de Balbastre est celle qu'il a jouée et transcrite, et elle procède de son expérience d'improvisateur et d'interprète.
Elle passe par les doigts, pour ainsi dire. Le rapport direct du musicien à l'instrument, tout comme son rapport à son auditoire, sont ce qui constitue la source de son geste comme de son plaisir musical. Et l'une des difficultés pour nous aujourd'hui, dans notre tentative de retrouver l'essence de son art, est précisément d'appréhender tout ce qui de celui-ci a définitivement disparu, puisque Balbastre a moins écrit qu'il n'a joué. Une grande partie de son art est de l'ordre de l'évanescent. Balbastre nous invite à essayer de reconstruire l'imaginaire sonore multiforme qui l'animait, et à nous représenter sa virtuosité à jamais enfuie, cette virtuosité qui fascinait ses auditeurs et faisait de lui probablement le plus grand organiste français de son temps, avec Daquin. Souvent décrié de nos jours, mais surtout peu connu précisément parce qu'il n'a pas publié beaucoup et que son art s'est confiné au clavier, Claude Balbastre mérite peut-être enfin d'être pris en considération, et les pistes ouvertes notamment par le compte-rendu de Burnet peuvent nous aider à cerner ce qui fait la pertinence critique de ce musicien attachant. L'intérêt qu'on peut porter à Balbastre ne saurait donc se limiter à l'aspect biographique. Par bien des aspects, sa musique est une indication précieuse des changements qui affectent le goût musical en France au cours du XVIIIe siècle. Balbastre semble avoir su saisir l'esprit de son temps. Cet âge hédoniste, profondément marqué par la théorie de la nature de Jean-Jacques Rousseau, cultive les effets naturels et se détourne de la complexité formelle au profit de la pure émotion sensible. Le charme immédiat du son et de la mélodie lui importe davantage que l'agencement savant de l'écriture, et la musique de Balbastre fluctue entre les deux pôles essentiels que sont la recherche d'effets saisissants d'une part, et une simplicité tendre et gracieuse d'autre part. En se penchant sur l'œuvre de Balbastre, on est amené à effectuer un voyage dans l'imaginaire instrumental de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et à essayer de comprendre ce qu'il nous dit sur la sensibilité de cette époque. Formation bourguignonne, début dans la carrière et première composition. Les éléments essentiels de la biographie de Claude Balbastre sont bien connus, déjà évoqués dans les grandes lignes par Georges Servière dès 1922, et nous nous contenterons de les rappeler sobrement. La thèse de Madeleine Frécot, seul travail d'envergure sur la vie et l'œuvre de Balbastre, apportait un certain nombre d'éléments supplémentaires, mais elle comportait aussi diverses inexactitudes qui ont depuis été corrigées par Denis Havard de la Montagne et Éric Cossévar. Balbastre naît à Dijon le 8 décembre 1724 du mariage de Bénigne Balbastre, 1670 à 1737, avec Marie Millot, moins 1776, et il est baptisé dès le lendemain, selon la coutume, en l'église Saint-Michel. Son père Bénigne Balbastre avait été marié une première fois le 7 janvier 1691 à Saint-Philibert de Dijon avec Barbe de la Pierre, la fille d'un maître chirurgien. Devenu veuf le 24 février 1712, il avait épousé en secondes noces, le 22 septembre de la même année, Marie Millot, la mère de Claude, fille d'un marchand d'Argilly, Côte d'Or. De ces deux mariages, Bénigne Balbastre eut 18 ou 19 enfants, tous nés à Dijon entre 1693 et 1730. Claude était le 16e d'entre eux. On l'a longtemps confondu avec son frère Claude Bénigne, né le 22 janvier 1727, mort enfant avant l'âge de 10 ans. Nombre d'ouvrages et d'enregistrements désignent donc par erreur le compositeur par le prénom de Claude Bénigne. Un autre frère, dénommé Claude lui aussi, né le 5 juin 1713, devait être organiste à Saint-Jean-de-Losne en Côte d'Or, de 1731 à 1760, et greffier de la châtellenie royale de Brazay et du bailliage du marquisat de la Perrière, ainsi que greffier de la mairie de Saint-Jean-de-Losne. Il avait été quelque temps élève d'orgue et de clavecin de Claude Rameau, frère cadet de Jean-Philippe Rameau et organiste de la cathédrale, en même temps que son fils Jean-François Rameau immortalisé par Diderot dans Le Neveu de Rameau. Bénigne, le père de Claude, est le premier membre de la famille qui choisit de se consacrer à la musique et d'abandonner, en conséquence, les métiers de taillandier ou charron pratiqués jusqu'alors par ses ancêtres. L'oncle de Bénigne, Claude Grantin, 1651-1697 8e, était lui-même facteur d'orgue et organiste, et il se peut qu'il ait influencé son neveu dans le choix de la musique. Bénigne devient organiste de l'église Saint-Étienne de Dijon, érigée en cathédrale en 1731, de 1691 à 1737, succédant à Jean Rameau, père de Jean-Philippe Rameau et de Saint-Médard. En sus de son activité de musicien,
Bénigne Balbastre est huissier audiencier à la chancellerie présidiale de Dijon de 1709 à 1726, ce qui explique le parrainage de son fils Claude par Monseigneur Claude Fiot, correcteur à la Chambre des comptes à Dijon, et par Pierrette Tortochot, épouse de Pierre Plofoin, conseiller et notaire du Roy. Les noms des parrains et marraines des enfants témoignent du fait que la famille Balbastre est bien introduite dans la bourgeoisie et la petite noblesse. Le Dijon dans lequel le jeune Claude Balbastre grandit est alors la capitale provinciale de la Bourgogne. Dans une étude très remarquable du point de vue méthodologique, Georges Bouchard a montré que la population de Dijon au XVIIIe siècle avait progressé de façon modérée d'environ 21 000 habitants en 1690 à environ 24 000 habitants à la veille de la Révolution, sans jamais subir au cours d'un siècle de brusques et fortes variations. C'est une ville qui possède une bourgeoisie prospère et influente. Comme d'autres villes de province, elle possède une académie. Celle de Dijon a été fondée par Hector Bernard Pouffier, doyen du Parlement de Bourgogne, en 1725. Grâce à l'appui des princes de Condé, Louis-Henri puis Louis-Joseph de Bourbon, gouverneur de Bourgogne, elle reçoit ses lettres patentes enregistrées au Parlement de Dijon en juin 1740 et elle devient Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon en 1775. Elle couronne Jean-Jacques Rousseau pour son discours sur les sciences et les arts, en 1750. En 1754, Jean-Jacques Rousseau concourt à nouveau, mais sans remporter le prix. Néanmoins, son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes est le fruit d'un concours organisé par ladite Académie. De 1741 à 1793, 28 lauréats sont ainsi couronnés pour 53 concours. Claude reçoit ses premières leçons de musique de son père, mais celui-ci meurt alors que son fils n'a que 13 ans. Il devient alors l'élève de Claude Rameau, comme l'avait été auparavant son frère aîné Claude. Le 11 mai 1743, le jeune Claude Balbastre succède à son père et est engagé comme organiste à la cathédrale Saint-Étienne pour une période de 9 ans, à compter du 15 mai. Le contrat stipule qu'il s'engage de toucher bien et de mais convenablement l'orgue et le positif de la dite église cathédrale. Les jours et heures portés et détaillés dans le mémoire fait et signé double entre le dit sieur Barbiot, chanoine, et le dit Balbâtre. Il ne peut s'absenter n'y substituer d'autres personnes en sa place que de l'agrément de messieurs. En cas de maladie ou de légitime empêchement, dont il sera obligé d'avertir messieurs, il pourra se faire remplacer et proposera à messieurs une personne habile pour remplir sa place. Il doit se rendre 2 fois par semaine à la maîtrise, pour donner des leçons et enseigner à toucher et accompagner de la petite orgue un des enfants de chœur qui lui sera indiqué par messieurs du chapitre, sans aucune rétribution. Ses appointements s'élèvent à 300 livres par an payables de 6 mois en 6 mois à lui-même ou à sa mère. Il devient également organiste de l'église paroissiale Saint-Médard, qui était alors la plus riche paroisse de Dijon. Il reçoit pour cela des gages de 75 livres par semestre, qui sont à la charge de l'évêque et versés entre les mains de mademoiselle Millot veuve Balbastre, mère de l'organiste. Comme en témoignent les comptes de la paroisse qui indiquent que madame Balbastre mère a reçu pour l'année 1750, 11 mois de gages de l'organiste. Ensuite, c'est un certain Mathieu qui reçoit 24 livres, pour avoir touché de l'orgue pendant 2 mois, avant que Edmile Osseroy ne soit nommé à la place de Balbastre l'année suivante. Balbastre, en effet, décide alors de quitter Dijon et de se rendre à Paris. Les premières compositions écrites de Claude Balbastre qui nous soient parvenues datent de sa période dijonnaise. On connaît 4 recueils manuscrits datant des années 1748 à 50. On peut faire l'hypothèse qu'à la veille de son départ pour la capitale, le jeune organiste voulait s'armer d'un bagage de composition dans différents genres afin de pouvoir montrer ce dont il était capable, en particulier à Jean-Philippe Rameau dont il allait devenir l'élève et le disciple. C'est différents les uns des autres dans leur esprit et leur destination. Ces premiers recueils constituent l'essentiel de l'œuvre pour orgue du compositeur. En dehors de ces Noëls, certes officiellement publiés pour le clavecin ou le pianoforte en 1770, mais dont on sait que Balbastre les exécutait aussi à l'orgue. Un manuscrit plus tardif des années 1770, dit « manuscrit de l'étendard », contient quelques autres pièces d'orgue dans un style sensiblement différent et nous les aborderons ultérieurement. Le premier recueil manuscrit, daté de 1748, aujourd'hui conservé à la BNF, porte le titre gravé de «
pièces de clavecin avec 2 fugues pour l'orgue par le SR Balbastre, organiste de la cathédrale de Dijon. Cet exemplaire, qui ne semble pas autographe, porte l'indication suivante sur la page de garde. Ce livre appartient à Mademoiselle de la Ferronnays. Ce manuscrit de 1748 contient 17 pièces suivies de 9 pages blanches avec des portées pré-tracées. Les 2 fugues pour l'orgue à la fin du recueil, numéros 16 et 17, se retrouvent dans un autre recueil, pièces numéros 4 et 5, communément désigné sous le nom de Manuscrit de Dijon, daté de 1749 et intitulé Livre contenant des pièces de différents genres d'orgue et de clavecin par le SR Balbastre, organiste de la cathédrale de Dijon. Ce recueil est aujourd'hui conservé à la bibliothèque municipale de Versailles. C'est le recueil pour l'orgue le plus important de Claude Balbastre, et il méritera toute notre attention. Un autre recueil, non daté mais qui semble avoir été compilé en 1749, contient une trentaine de pièces d'orgue dont certaines se trouvent également dans le manuscrit de Dijon. Il est aujourd'hui conservé à la bibliothèque de la School of Music de l'Université de Yale, New Haven, USA. Un 4e manuscrit de la même période, qui fait partie d'une collection privée, manuscrit dit Baudesson-Noël, mais qui a été publié, en partie seulement hélas, en facsimilé en 2016, contient 2 séries de Magnificat des 8 tons de la composition du sieur Balbastre, ainsi que des pièces détachées de tous les tons notées en 1750. Le premier recueil de pièces de clavecin avec 2 fugues pour l'orgue, 1748. Le premier manuscrit connu de Balbastre contient 17 pièces, 4 airs, 4 sonates, 2 menuets, 4 rondeaux, une gavotte pour clavecin et 2 fugues pour orgue, dont voici le détail des tonalités et des indications de caractère. Plusieurs de ces pièces se trouvent également dans le manuscrit de Dijon, notamment les 2 fugues pour orgue mais également des pièces de clavecin. Plusieurs copies ont donc été effectuées à l'époque avec des emprunts de l'une à l'autre, à l'intérieur du répertoire que Balbastre était en train de se constituer. Tandis que les 4 pièces de ce premier recueil qui reçoivent le titre de sonate sacrifient à un penchant pour une certaine volubilité digitale d'influence italienne, l'air en la mineur qui ouvre ce petit livre est une charmante mélodie à 3 temps en duo qui annonce d'autres pièces similaires dans le reste de la production à venir de Balbastre. L'extrême simplicité et le dénuement harmonique de cette petite pièce indiquent déjà l'un des pôles de l'art de Balbastre. La grâce fragile d'un discours avant tout mélodique, d'influence italienne, qui doit toucher par les moyens les plus naturels, sans artifice ni recherche de complexité rythmique ou polyphonie. Il en va de même de l'aria en sol, pièce numéro 3, avec son accompagnement régulier en triolet de croche et du premier rondeau. Les 2 menuets en cor de chasse et en fanfare annoncent quant à eux la veine martiale de Balbastre, ces pièces imitatives aux accents de sonnerie ou de marche militaire sans grande poésie, dans lesquelles le compositeur se plaît à marteler des accords répétés. On sera sans doute plus sensible à la grâce de la gavotte ou des airs et arias qui contiennent un charme bien français, fait de délicatesse et d'aisance. Les 2 fugues pour orgue qui viennent clore l'ouvrage, enfin, sont fort différentes l'une de l'autre. La première est un morceau de bravoure clairement destiné au grand jeu de l'orgue. Balbastre l'a copié à nouveau dans le manuscrit de Dijon, où il l'a fait précéder d'un prélude à l'effet grandiose. On a là l'antithèse du délicat petit air qui ouvre le recueil, et Balbastre montre ainsi, d'une pièce à l'autre, toute l'étendue de sa palette expressive. S'il peut être un tendre claveciniste de salon, il sait tout autant saisir les auditeurs du haut de la tribune de la cathédrale de Dijon où il officie encore. Il a compris tous les effets que l'on peut tirer d'un grand orgue français, et ne s'en prive pas. La 2e fugue, par contraste, est un duo alerte, le mot duo étant écrit à côté de celui de fugue. Il nous faudra revenir sur ce que Balbastre et ses collègues musiciens français d'alors entendent par fugue. Une longue pédale de la souligne toute la cadence laissée à la seule main droite qui gambade en multiples traits de virtuosité un peu gratuite. Les manuscrits de Dijon et de Yale. Le 2e manuscrit de Balbastre est daté de l'année suivante, 1749, et intitulé « Livre contenant des pièces de différents genres d'orgue et de clavecin par le sieur Balbastre, organiste de la cathédrale de Dijon ». Il se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de Versailles. Plus important que le premier manuscrit mentionné, ce recueil constitue une véritable somme, tant par le nombre de pièces qu'il contient que par la variété de celles-ci puisqu'on y trouve des pièces pour orgue, des pièces pour clavecin,
des pièces de clavecin en sonate avec accompagnement de violon, 3 séries de variations de Noël et même des airs de parodie. Au total, ce ne sont pas moins de 70 pièces qui sont regroupées dans ce volume manuscrit de 139 pages. Âgé de tout juste 25 ans, Balbastre affirme par ce geste créateur son ambition et son potentiel en tant que compositeur. Il montre qu'il peut s'exprimer dans plusieurs styles et plusieurs genres, qu'il est aussi à l'aise sur l'orgue que sur le clavecin et qu'il connaît aussi bien les exigences de la tradition française que la manière italienne. Manuscrit de Dijon, page de titre, copyright Bibliothèque municipale de Versailles, MS MU 264. Le recueil commence avec les 36 pièces destinées à l'orgue, regroupées par tonalité. 15 pièces en Ré majeur et mineur, 2 pièces en Mi, 5 pièces en Fa, 5 pièces en Sol, majeur et mineur, 7 pièces en La, majeur et mineur, 2 pièces en Si et une pièce conclusive en Ut. Curieusement, la première page qui porte l'indication plein jeu est vierge, comme si cette forme essentiellement liturgique n'avait pas retenu l'attention du compositeur. La plus remarquable du point de vue de la démarche est la toute première pièce qui suit. Un vaste et ambitieux concerto en Ré majeur en 4 mouvements. Prélude allegro gavotte allegro. Le titre de concerto attire notre attention. Il désigne en effet une pièce instrumentale destinée au concert et non au culte. En choisissant cette forme, Balbastre affiche son intention de traiter l'orgue d'une façon nouvelle, en sortant du cadre, pour ne pas dire du carcan, de la suite de Magnificat ou de la messe pour orgue dans lequel les organistes français de l'Ancien Régime devaient généralement se cantonner. Ceci semble corroborer l'explication de l'absence du plein jeu initial. Avec ce premier concerto français pour l'orgue, Balbastre ouvre une voie nouvelle, celle que lui-même devait emprunter au concert spirituel à Paris quelques années plus tard comme nous le verrons ci-dessous. Il traite l'orgue, non plus dans un esprit liturgique, mais comme instrument de divertissement. Les dimensions mêmes de l'œuvre, qui dure une bonne vingtaine de minutes dans son intégralité, exigent un espace d'écoute continu nettement plus long que la place dévolue à chaque intervention de l'orgue dans la liturgie d'alors. Si ce concerto est écrit pour l'orgue seul, sans partie d'orchestre, contrairement au modèle établi en Angleterre par Handel, qui sera bientôt suivi en France par un Michel Corrette ou un Jean-François Taprey, il est néanmoins destiné à une représentation musicale pure, détachée de tout contexte cultuel. Les oppositions entre tutti, grand jeu sur le grand orgue, et solo, positif et récit, caractéristiques du genre du concerto, sont clairement indiquées. La démarche de Balbastre est orchestrale. Au-delà du geste, ce concerto est remarquable à plus d'un titre. Tout d'abord, son prélude à 5 et 6 voix, écrit dans l'esprit d'une ouverture à la française avec l'indication grand jeu et épicé d'accords tendus, comporte une partie de pédale indépendante assez peu courante en France à l'époque avec une telle registration. On peut y lire l'intention du jeune Balbastre de faire étalage de sa technique et d'utiliser pleinement le potentiel sonore de l'instrument. Manuscrit de Dijon, prélude du concerto, copyright Bibliothèque municipale de Versailles, MS MU 264. Même s'il fait appel à une registration française caractéristique, grand jeu et dialogue de Cromorne et Cornet, l'allegro qui suit, directement enchaîné au prélude, est italianisant, exposition très orchestrale en octave, marche harmonique de septième, trait de virtuosité violonistique. Il exige une véritable agilité digitale, en particulier pour les guirlandes de sextolets de triple croche à la fin. Joyeux, badin, irrégulier, ce mouvement de vaste dimension est une pièce de bravoure qui met particulièrement en valeur l'orgue comme l'interprète. Manuscrit de Dijon, allegro du concerto, copyright Bibliothèque municipale de Versailles, MS MU 264. Le thème initial, en Ré mineur, du troisième mouvement en rondo, intitulé Gavotte, est emprunté à Rameau puisqu'il s'agit d'une transcription et adaptation de La Timide, l'une des pièces de clavecin en concert 1741. Comme nous le verrons, Balbastre devait transcrire nombre de pièces de musique et d'airs d'opéra, en particulier de Rameau. La charmante mélodie de la gavotte, 2 fois variée, cède la place à un dialogue, en majeur, entre le cornet et le cromorne, avant une RE accent aigu exposition du thème initial. Le 4e et dernier mouvement du concerto consiste enfin en une gigue enflammée en Ré majeur à 3/8, marquée allegro, qui, avec ses accords marqués, ne manque pas d'effet sur le grand jeu de l'orgue. Avec ce concerto brillant et fougueux, Claude Balbastre s'établit d'emblée comme compositeur virtuose, visionnaire et novateur.
S'il ne recule pas devant certaines facilités d'écriture et certains effets quelque peu gratuits, il se montre expert dans l'art de faire sonner l'instrument et de créer des effets saisissants. Bénéficiant de l'enseignement de Jean-Philippe Rameau une fois arrivé à Paris, il polira son art, comme en témoigne notamment son premier livre de clavecin de 1759 qui est d'une facture remarquable. À la suite de ce concerto, on trouve un échantillon de pièces de formes diverses. Balbastre affectionne particulièrement un nombre limité de genres, fugue, duo, trio, concert de flûte et voix humaine, dialogue, air ou ariette. On ne dénombre qu'un récit, une petite chasse et un curieux tapage, mais point de récit en taille, dont la mode est désormais passée, ni de plein jeu, également tombé plus ou moins en désuétude et en tout cas réservé à la musique liturgique. Ce sont là des indices que, comme à Michel Corrette, Balbastre se détache ici de la tradition en vigueur durant le règne de Louis XIV, tradition dont le dernier grand représentant est sans doute Jean-François d'Andrieux, 1682 à 1728. Dans ses suites de Magnificat, en revanche, nous verrons que Balbastre reste plus traditionnel. Le manuscrit de Dijon contient plusieurs fugues, 7 très exactement, 5 fugues séparées et 2 préludes et fugues, qui adoptent une structure en diptyque dont on trouve le modèle chez Jean-François d'Andrieux. En transcrivant et adaptant pour l'orgue le premier et le deuxième mouvement de ses sonates pour violon, d'Andrieux avait en effet inauguré ce format de diptyque, qui annonce aussi en filigrane la structure du concerto pour orgue. Les 2 préludes et fugues de Balbastre sont destinés au grand jeu, comme prescrit par Dom Bedos pour les fugues de mouvement. Le premier diptyque, pièce numéro 4, emprunte la fugue déjà rencontrée dans le manuscrit de 1748 mais qui est ici précédée d'un prélude farouche, qui commence par une chute arpégée de 2 octaves s'abattant sur un puissant accord de septième. Manuscrit de Dijon, prélude en ré mineur, copyright Bibliothèque municipale de Versailles, MS MU 264. Balbastre joue des dissonances et des effets de rythme, et utilise la pédale avec toute la force de ses hanches en une longue tenue sur la dominante avant la conclusion. Ce premier prélude, écrit Nicolas Gorenstein, est au fond très représentatif du style personnel de Balbastre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.